Bienvenue dans le débat de France 24. Le cycle de la violence semble bel et bien reparti à l'est de la République démocratique du Congo. A-t-il d'ailleurs jamais cessé dans cette région riche en minerais que convoitent nombre de milices armées en provenance notamment des pays voisins, Ouganda, Rwanda ou encore Burundi? En tout cas, les exactions de ces derniers jours commises contre des civils ont une conséquence directe. La MONUSCO, le plus grand contingent de casques bleus sur la planète, est pris pour cible par une partie de la population. La mission de maintien de la paix des Nations Unies, qui fêtera dans 4 jours son 20e anniversaire, doit-elle mettre les voiles et quitter la RDC? On en débat avec vous, notamment Nicolas Wetchidi-Django. Bonjour, vous êtes porte-parole du FCC, c'est le parti de l'ancien président Kabila, aujourd'hui toujours au pouvoir, cette fois au sein d'une coalition avec le cap pour le changement du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Raphaël. On va rappeler les faits, un camp de casques bleus de la MONUSCO qui a donc été envahi avant d'être vandalisé et incendié. C'était hier à Beni, dans l'est de la RDC. Des émeutes qui ont causé la mort d'au moins 4 personnes et puis 2 à nouveau aujourd'hui. Est-ce que vous dénoncez, vous, comme les habitants sur place, l'inaction des casques bleus face aux tueries attribuées aux miliciens des ADF, ces forces démocratiques alliées en provenance de l'Ouganda voisin? Nous dénonçons avec toute notre rigueur cette violence qui s'organise depuis maintenant plus de 20 ans. Nous enregistrons suffisamment des morts dans le rang de nos concitoyens. Si je me suis présenté aujourd'hui, c'est pour vous dire on en a marre. Le peuple congolais, et notamment le nord du Kivu, est aujourd'hui envahi par des malfrats, des ADF Nalu. Et aujourd'hui, nous pensons qu'ils sont suffisamment soutenus par la MONUC. La MONUC, donc ex-MONUC, devenue MONUSCO depuis. Vous parlez de soutien et non pas seulement de passivité, s'agissant des casques bleus. Ils sont là pour organiser, orchestrer, indiquer le chemin aux ADF, pour créer ces climats de chaos à l'Est. Aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré... Aujourd'hui, on a enregistré 2 décès. 2 décès. Et c'est tous les jours qu'on enregistre des décès à l'Est. Ces ADF, ils ne sont pas présents là de récente date. Ça fait depuis 1995 qu'ils sont présents dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi leur attribue-t-on depuis le début du mois 77 morts? Que s'est-il passé dernièrement? Depuis plusieurs années, effectivement, cette force a contribué aux côtés de nos FARDC pour pérenniser la région. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons qu'il faut revoir les positions et la mission de cette force. Oui. Cette force a évolué négativement. La MONUSCO ça n'explique pas pourquoi les ADF auraient perpétré ces violences dernièrement et pas dans le passé. Maintenant, les ADF sont, si vous voulez, aidés, assistés par cette force. La force les contingents les plus élevés au monde se trouvent au Nord Kivu. Nous déplorons ces comportements et nous pensons qu'il est l'heure pour qu'on puisse changer la mission qui revienne à cette force. Pour vous, il y a une dérive récente de ces casques bleus? Il y a une dérive. Nous avons suffisamment de preuves pour montrer que réellement il y a une dérive. Ils doivent cesser. Ils n'ont plus... Leur présence ne se justifie plus à l'heure qu'il est. Leur présence ne se justifie plus et nous, ils se rendent même complices des exactions commises par ces ADF. Ils sont continuellement complices. Et nous demandons d'ailleurs, le chef de l'État hier a réuni, s'est vu autour de lui joindre suffisamment des autorités, notamment les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, le numéro 1 de l'ANR et bien d'autres forces se sont joints à lui, à la cité de l'OUA, pour prendre des décisions qui vont dans le sens où nous allons maintenant les aider à partir progressivement pour nous libérer cet espace. Il parle d'action conjointe. FARDC sont... Félix Tshisekedi parle d'action conjointe de l'armée avec les casques bleus contre les ADF. Les actions conjointes, d'ailleurs, je profite au passage pour demander aux habitants, à nos concitoyens de Beni, de contribuer, d'aider ces patrouilles qui vont effectivement sillonner, surtout la nuit, parce que c'est souvent la nuit que ces ADF s'infiltrent pour tuer nos concitoyens. Nous profitons de cet instant pour leur demander au calme de contribuer auprès de nos FARDC parce qu'il y aura patrouille, mais à la fin, nous souhaitons obtenir le départ progressif de la MONUC. Parce que cette force ne se justifie plus au jour d'aujourd'hui.
Thierry Vircoulon, bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI. Vous enseignez à Sciences Po Paris. On vient de l'entendre dans la bouche de Nicolas Wetchit-Django. Beaucoup aujourd'hui, du moins dans l'est de la République démocratique du Congo, déplorent la présence des casques bleus présents dans le pays. Il faut le rappeler, depuis 20 ans, c'est le plus gros contingent de casques bleus au monde. Et leur attribue même une complicité aujourd'hui dans les exactions commises par ces rebelles ougandais. Quelle est la réalité, d'après vous ? Je crois qu'on a assisté une fois de plus à un énième refus des casques bleus d'appliquer le chapitre 7 de l'ONU. Le chapitre 7 dit qu'ils peuvent utiliser la force pour protéger la population civile. Et je crois que la MONUSCO a probablement le record des tueries de population civile à proximité de ces camps sans action. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, une tuerie qui avait eu lieu au sud Kivu, le chef de la MONUSCO s'était excusé publiquement de l'inaction des casques bleus. Pourquoi ne fait-elle pas usage de la force comme lui en donne droit donc sa charte ? Parce que ça consisterait à prendre des risques pour les casques bleus eux-mêmes, et un certain nombre de contingents, je ne dis pas tous, mais en tout cas un certain nombre de contingents ont les ordres de ne pas prendre de risques, donc de ne pas appliquer le chapitre 7. Vont-ils jusqu'à se rendre complices des exactions ? Non, je ne pense pas qu'ils se rendent complices des exactions, mais en tout cas, il est clair que certains contingents n'appliquent pas le chapitre 7 et c'est un problème qui est un problème non pas au Congo. Le chapitre 7 devrait être appliqué. Nous dénonçons d'ailleurs au passage, je vais dénoncer l'Algérienne, la responsable, la représentante de la MONUC. Elle est restée inaudible depuis plusieurs années maintenant. Inaudible, contrairement à son prédécesseur qui était présent. Donc, cette présence ne se justifie plus. Nous pensons qu'il est l'heure pour qu'il puisse progressivement... Vous ne craignez pas qu'un départ des casques bleus entraîne au contraire un accroissement de ces violences dans l'est de la RDC ? Notre population va accompagner les FRDC dans leur mission. Ils ont une mission régalienne de protéger nos concitoyens. Donc, ils vont suffisamment s'organiser. La population va être derrière les FRDC pour qu'ils assument suffisamment leur rôle régalien. L'armée congolaise a-t-elle la possibilité de reprendre totalement contrôle de son territoire et d'en assurer aujourd'hui l'inviolabilité face à ces milices qui traversent la frontière ou qui sont même installées ? C'est le cas, en l'occurrence, de ces rebelles ougandais depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, je crois il ne s'agit pas de parler de l'ensemble du territoire, mais de la zone de Béni déjà. Oui. Il est clair que, comme vous le disiez, cette milice est là depuis plus de 20 ans. Que si elle est là depuis de 20 ans, ça suppose qu'elle a des complicités, à la fois locales, mais aussi du côté ougandais, d'où elle vient, d'où c'est son origine. Et par conséquent, ce n'est pas un problème militaire. Les ADF, c'est essentiellement un problème de renseignement. Et il faut d'abord, avant de lancer des attaques militaires, ce qui a lieu d'ailleurs depuis plusieurs années, des attaques militaires là aussi sans aucun effet, il faut surtout démanteler leurs appuis en Ouganda et que le gouvernement ougandais ait la bonté de le faire, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et donc ce n'est pas une question d'action militaire, etc. C'est essentiellement une question de renseignement et c'est pour ça que les actions militaires qui sont menées contre les ADF depuis 2015 sont toutes des échecs. Au jour d'aujourd'hui, le président de la République a pris son engagement solennel. Il a suffisamment répété pendant toute la période de sa campagne présidentielle. Aujourd'hui, il est prêt à sacrifier sa vie pour ramener la paix à l'est du pays. Donc, je pense que les différents voyages qu'il organise en ce moment vont dans le sens des sensibilisations, le sens de ramener la paix et par ces fêtes derrière tous nos voisins et notamment d'où ils viennent ces gens-là, notamment les ADF. Donc, notamment les ADF, ils doivent être arrêtés. Le Conseil de sécurité de l'ONU, Thierry Vircoulon, doit d'ici la fin de l'année décider de renouveler le mandat de la MONUSCO. Que va-t-il décider et quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo aujourd'hui ? Le Conseil de sécurité va probablement continuer à réduire la MONUSCO. Il l'a déjà fait progressivement, si je peux dire. On est passé de 18 000 hommes maintenant à 16 000 ou 15 ou 16 000. Il réduit progressivement cette mission, donc je pense que ça va continuer. Et en ce qui concerne l'intérêt de la RDC, c'est évidemment de neutraliser ces milices qui sont dans l'Est. La question qui se pose, c'est quelle est la bonne stratégie pour le faire et avec qui le faire ?
Et c'est cette question qui, pour le moment, n'a pas de réponse. C'est une solution régionale qui intègre le Rwanda, qui intègre l'Ouganda ? C'est une solution. En théorie, ça peut paraître une bonne idée de dire qu'il faut une stratégie régionale. Le problème, c'est que tous les groupes armés qui sont dans cette zone ont des accointances dans les pays voisins et ont aussi des accointances au Congo. Et donc, c'est ce nœud qu'il faut défaire et qu'il est évidemment très difficile de défaire. Mais on peut difficilement dire que des régimes qui ont soutenu des groupes armés sont aussi les mieux placés pour les démanteler. On voit bien la nature du problème. La solution, elle va être régionale. Le président s'est attelé à fréquenter tous les voisins qui vont effectivement contribuer à nous apporter la paix à l'Est. Oui, les relations aujourd'hui le permettent. Les relations aujourd'hui lui permettront, nous permettront... Avec Paul Kagame. Voilà, Paul Kagame y compris. Donc le président a noué des relations dans ce sens pour que réellement, au nord Kivu, on puisse retrouver la paix. Il y a aussi dans cette région un foyer de l'épidémie Ebola qui a tué près de 2200 personnes et quelques 3000 cas depuis que la nouvelle épidémie s'est déclarée il y a plus d'1 an maintenant. L'OMS annonce comme conséquence au mouvement qui vient de se produire la décision de déplacer 49 de ses 120 travailleurs humanitaires de Beni à Goma. Est-ce que vous craignez, Nicolas Ouechidi-Django, que ça ne se traduise par une augmentation de l'épidémie là où précisément on veillait à la contenir jusqu'à présent, avec une baisse drastique, c'est ce qu'indiquent les équipes sur place, de la capacité à être au contact des malades du fait de ces violences? Nous nous battons, le gouvernement se bat au jour d'aujourd'hui pour éradiquer cette maladie. Nous ne craignons pas qu'il y ait propagation de cette épidémie. Non, nous avons des solutions au jour d'aujourd'hui qui nous permettent de maîtriser cette épidémie à l'est du pays. Sans l'OMS? Sans l'OMS même. Oui, nous avons suffisamment des hommes. Nous avons une grande capacité à maîtriser cette épidémie. Vous dites aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de l'OMS. L'OMS peut... L'OMS, on ne peut pas cracher dessus. On peut contribuer. L'OMS peut contribuer aux côtés de nos autorités pour éradiquer cette maladie, ces fléaux. Thierry Vircoulon, c'est inquiétant ce qui est en train de se passer du fait justement de l'existence sur place d'un foyer d'Ebola? Oui, enfin, c'est pas la première. Il y a aussi eu des attaques contre les travailleurs humanitaires d'Ebola dans la zone de Beni, on s'en rappelle. Évidemment, c'est toujours inquiétant quand on retire du personnel médical. Je rappellerai quand même que l'essentiel du financement qui a permis de lutter contre Ebola ne vient pas du Congo, mais vient de l'OMS et des bailleurs. Par conséquent, en effet, dès qu'il y a des problèmes sécuritaires qui empêchent une réponse, ça rend difficile. Mais je crois que maintenant, on est dans une phase où l'épidémie est en décroissance, le taux d'infection est en baisse, et les vaccins qui ont été, justement, la population de la zone a été massivement vaccinée grâce à l'aide internationale. Je crois que ça a fait son effet. Pour vous, au jour d'aujourd'hui, il y a les civils. Nous avons suffisamment de militants qui sensibilisent la population à s'organiser pour qu'effectivement, ils ne soient pas aussi exposés comme avant. Vous êtes d'accord, les autorités congolaises sont à même aujourd'hui seules de gérer cette épidémie? Mais si vous voulez dire par seul, sans l'argent de la communauté internationale, j'en doute. Puisque les gens sont payés, y compris un certain nombre de fonctionnaires congolais sont payés par l'aide internationale, les policiers pour sécuriser et le personnel médical aussi, ce qui a conduit d'ailleurs au fait que le ministre de la Santé soit arrêté pour des suspicions de détournement. Oui, aujourd'hui, nous avons suffisamment des gens qui sensibilisent la population. Nous avons besoin de l'OMS, effectivement, pour sa présence aux côtés de nos autorités, pour bien conduire cette mission à son terme. Donc, c'est tout à fait normal et légitime. Merci d'avoir bien voulu débattre avec nous, Nicolas Ouechidi-Django et Thierry Vircoulon. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24. Cette semaine, dans le Paris des Arts, nous recevons la jeune danseuse étoile Valentine Colassante. Elle nous emmène dans les coulisses de cette grande institution, l'Opéra de Paris, qui fête cette année ses 350 ans. Je suis née dans une famille d'artistes, la danse est venue à moi et ça a été une évidence. Ensuite, une rencontre avec Wally Bajeux, comédienne et metteur en scène, qui foule les planches du théâtre du Gymnase dans une reprise de la pièce Nature morte dans un fossé. Une petite pièce avec 2 chaises sur la table. Il pose son carnet, il ne note presque rien. Le Paris des Arts de Valentine Colassante à retrouver très vite sur France 24.
C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Chaque semaine, Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Assurer la France en particulier que le conflit paye toujours. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com.